Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Astropreneur en compagnie de Loïc Chanvillard pour le cluster Safe et Aurélie Baker pour les ABIC Sud-France. Il nous manque encore quelques participants, donc je vous propose de patienter 2 minutes de plus et avant de commencer. Merci. Alors je propose de commencer. Nous rejoindrons les retardataires en cours de route. Donc, ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement le programme Astropreneur, puis Aurélie présentera les ABIC Sud-France et enfin, on en viendra au sujet de ce webinaire avec Loïc Chanvillard. Donc, tout d'abord, Astropreneur. Donc, je suis Maud Parecambi pour commencer, chargée de projet européen au pôle Aerospace Valley. Et je participe à la gestion du programme Astropreneur pour le pôle Aerospace Valley. Côté technique, vous pouvez, j'ai oublié de vous introduire, vous pouvez écrire des questions directement dans le chat box. On essaiera d'y répondre à la fin de la session, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que Astropreneur? Est-ce que mes slides défilent? Oui. Hop. Donc, Astropreneur, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne sur le programme Horizon 2020 et qui a pour objectif de promouvoir des entreprises start-up, projets qui utilisent du spatial et de les amener le plus proche possible du marché. C'est un projet qui a commencé au 1er janvier 2018 et qui se termine cette année, fin décembre. C'est un projet qui est composé de 7 partenaires, donc qui couvre plutôt bien l'Europe et qui est coordonné par l'Institut Pedro Nunes au Portugal. L'objectif, donc, c'est de sélectionner des entrepreneurs, des startups, des PME qui utilisent des données spatiales et de les accélérer pour les amener le plus proche du marché. On leur propose de la formation autour de business, de technologie et aussi sur les financements. Aujourd'hui, donc, on termine le programme. Qu'est-ce qu'on en retient? Donc, sur 2 ans de projet, on a pu accompagner 165 astropreneurs, donc start-up, PME, voire même juste des projets. Et on a organisé un réseau de plus de 500 entrepreneurs qui utilisent de la donnée spatiale en Europe. Le programme de mentoring, il a été fait et il continue d'être fait sur les dernières entreprises astropreneurs de la façon suivante. Donc, 6 mois de programme d'accélération avec 155 mentors qui sont enregistrés dans notre base de données. Et pour chaque startup, on a en moyenne 50 heures de mentoring qui a été fait. Une petite vue globale de quelles sont les startups qui ont participé au programme. Donc, vous voyez une majorité de startups françaises, mais aussi du Royaume-Uni, du Portugal et d'Allemagne, qui sont des pays partenaires du projet. Donc, c'est pas étonnant. Mais on est assez fiers d'avoir réussi à couvrir l'Europe de façon assez générale sur 21 pays. Les mentors également, nous avons un pool de 155 mentors dispersés sur 17 pays européens. La liste complète de ces mentors est disponible sur notre site Astropreneur.
qu'est-ce qu'on fait en moyenne? Donc, sur le mentoring, on offre 50 heures de mentoring. En fonction des PME, on s'adapte. Donc, on voit qu'en moyenne, aujourd'hui, on est plutôt à 25 heures de mentoring pour un total de presque 4000 heures délivrées pour 165 startups. Comment est-ce qu'a fonctionné le programme? Donc, on sélectionne les startups, on assigne un project manager en Europe, on signe un accord avec eux, on réalise une analyse de leurs besoins et on met en place un action plan qui va leur permettre d'avoir un suivi business, un suivi techno et un suivi sur les financements. Et en plus de ça, on organise beaucoup de formations et d'événements. On a réalisé une base de données sur les financements, les opportunités de financement, qui est également disponible sur notre site internet Astropreneur. En juin 2019, sur notre dernier rapport, on avait à peu près sur 104 applications, on avait sur 58 startups qui avaient demandé des financements publics et privés, plus de 23 millions d'euros déposés et presque 6 millions de gagnés. Donc, c'est quand même un projet qui a donné l'accès à des financements aux startups du spatial. On a réalisé également, on met en place sous l'égide de l'Union européenne indirectement le European Space Network qui doit devenir la plateforme européenne pour les entreprises spatiales et tous les mentorings et toutes les startups qui travaillent sur la donnée spatiale. Donc là, vous avez ici le site web. Pas hésiter à aller voir, c'est en cours de mise en place. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est pour du 19 au 23 octobre, on lance un bootcamp qui a pour vocation de former sur différents types de sujets, que ce soit financement, technique, investissement, business, n'importe quelle entreprise du spatial pour les startups et les PME. Donc, c'est ouvert évidemment à nos astropreneurs, mais également à n'importe quelle entreprise. Donc, vous pouvez promouvoir largement ce lien. Il y aura des formations en live, il y aura des formations préenregistrées, du mentoring. Et à la fin, on a même une session de pitch pour nos astropreneurs. Et mi-novembre, donc là, on n'a pas encore suffisamment d'informations à partager, mais on va organiser un grand astropreneur matchathon à venir. Donc, dès qu'on aura plus d'informations, suivez le site Astropreneur et vous saurez tout. Voilà, je vous ai tout dit sur Astropreneur. Je vais laisser la main à Aurélie Baker qui va vous présenter les ABIC. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager du coup. Je te donne la main. Tac, montre mon écran. Parfait. Tac. Ça marche là? Oui. Donc, je vais vous présenter la partie des ABIC. Donc les ABIC, c'est un réseau qui est européen. Il n'y a pas que des ABIC en France, il y en a sur toute l'Europe, il y en a une vingtaine en Europe. Ce qui est intéressant, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait un webinaire Astropreneur et ABIC, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Le programme Astropreneur a permis d'accompagner des projets qui étaient un peu moins matures que ceux que l'on a au sein de l'ESABIC. Donc, ça a permis vraiment de faire une transition entre les deux programmes, d'accompagner avec des experts comme Loïc ces projets, et ensuite on en a un certain nombre qui ont ensuite été accueillis au sein de l'incubateur ESABIC. Donc l'ESABIC, c'est porté par l'Agence spatiale européenne. Il y a deux ESABIC en France. Il y en a un, donc il y a l'ESABIC Sud-France dont je fais partie, donc vous voyez sur la carte qui est en bas au sud, et l'ESABIC Nord-France qui est au nord de la France. Donc du coup, il y a des territoires différents et en fonction des projets, en fait, ils sont redirigés soit sur l'ESABIC Sud, soit sur l'ESABIC Nord. Après, les programmes sont à peu près les mêmes parce qu'en fait, c'est un programme qui est géré par l'ESA. Donc, pour vous dire quelques mots un peu plus précisément sur les ABIC Sud-France, donc les ABIC Sud-France, c'est un consortium qui est composé de deux pôles de compétitivité, dont Aerospace Valley et le cluster Safe. Il y a des membres incubateurs et des membres partenaires, donc qui ont des fonctions un petit peu différentes, mais l'idée, c'est que quand on a un projet qui arrive, qui est accueilli au sein de l'incubateur ESABIC, qu'il est accompagné localement par un incubateur. Lorsqu'on a créé le consortium ESABIC, on a choisi de travailler avec des incubateurs en local qui font très bien leur travail. L'idée, c'était pas de recréer ce qui existe déjà et ce qui fonctionne bien, donc c'était de monter un consortium pour travailler avec les gens qui
localement étaient déjà là et qui pouvaient accompagner nos projets. L'idée était de rajouter une brique spatiale derrière, il y a l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale française, le CNES, qui fait partie du consortium, qui finance les ABIC aussi, et qui du coup apporte aussi une expertise sur la partie spatiale. Donc là, quelques chiffres sur les ABIC Sud-France. Donc vous voyez, les petits ronds, c'est l'ensemble des villes qui ont accueilli accompagné des projets. Donc les ABIC qui créés depuis 2013, donc on a un petit peu d'expérience derrière nous. On a accueilli 92 startups au sein du dispositif. Et du coup, ça continue. La prochaine date limite pour candidater, c'est le 6 novembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Après, il y a 4 comités par an, donc vous pouvez envoyer vos entreprises au fur et à mesure de l'année. Donc en fait, comment ça fonctionne les ABIC? Qu'est-ce qu'on y apporte? Donc là, je vous ai mis les deux logos, les ABIC Sud-France et les ABIC Nord-France, parce qu'il me semble que l'information a été diffusée au nord et au sud de la France. Donc les critères d'éligibilité sont les mêmes, que ce soit pour le sud ou pour le nord. Il faut que l'entreprise ait moins de 5 ans, qu'elle ait un lien avec le spatial. Donc, soit elle fait du transfert de technologie, elle utilise des brevets du CNES pour aller vers d'autres secteurs, soit elle utilise des données spatiales, des données satellites, donc les Copernicus, soit c'est du New Space. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet New Space parce que je sais que Loïc va le faire tout à fait de façon intéressante un petit peu plus loin. Au niveau financement, donc avec les ABIC, en fait, il y a 50 000 euros qui sont amenés à l'entreprise. Il y a 25 000 euros qui viennent au niveau local. Il faut qu'ils soient soutenus soit par la BPI, soit par la région dans laquelle ils sont localisés. Et ces 25 000 euros en local déclenchent 25 000 euros supplémentaires de l'ESA. Et donc, en fait, après, ces startups sont accompagnées sur les territoires, soit du nord, soit du sud, par un incubateur membre. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais. Donc, globalement, au niveau donc des financements, au démarrage du projet, les startups reçoivent 10 000 euros. Il y a ce qu'on appelle un mid-term, on fait un point, mais un mi-parcours pour vérifier que tout avance correctement. Ça déclenche une deuxième tranche de financement. Et au final terme, on vérifie que tout s'est bien passé, que tout est allé, on a respecté toutes les deadlines. Du coup, on finalise le financement. Donc ça, c'est pour la partie ESA. Donc l'idée, c'est d'accompagner au fur et à mesure les entreprises en partenariat avec l'incubateur qui les accompagne. Voilà, donc là, c'était à peu près tout sur la partie ESABIC. Maintenant, on va pouvoir laisser la main à Loïc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour y répondre. Alors, toc. Merci Aurélie et Maude. Je vais donc partager mon écran. Tu as la main maintenant. Donc, pendant que je partage mon écran, ah là, j'ai le… Hop. Voilà. Alors, hop, on va commencer par ça. Oui, bonjour à tous et à tous. Je suis donc Loïc Chauvet. Je suis chargé des activités spatiales au sein du pôle SAFE. Et donc, je suis aussi partie prenante, comme le disait Aurélie tout à l'heure, donc de l'ESABIC Sud-France. Et donc, la session que je vous propose aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce qui a été dit, c'est de vous expliciter un petit peu ce dont on parle quand on dit qu'on va accompagner les entreprises du spatial. Ça introduit pas mal on va dire, de matières premières qui peuvent être de différents types, comme l'a dit Aurélie, et on va essayer d'expliciter un peu tout ça lors d'une session extrêmement vulgarisée. L'objectif final étant que pour vous, on va dire professionnels de l'accompagnement d'entreprise, vous soyez capable, au-delà de la détection d'une entreprise qui effectivement utilise déjà du spatial dans ses activités, vous soyez capable de détecter une potentielle utilisation pour augmenter le niveau de compétitivité et d'innovation de ces entreprises-là. Alors, soit par une phase de préétude, soit par une entrée dans les dispositifs qui ont été précédemment cités. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être commencer par rappeler ce que c'est qu'un satellite, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues
sur ce genre de système et que finalement, peu de gens connaissent vraiment le mode de fonctionnement d'un satellite. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de savoir pourquoi un satellite tourne autour de la Terre. Ça, je pense que tout le monde le sait à peu près, mais je vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça implique en termes de mission, en termes d'usage. Donc, vous avez sur cette animation un petit satellite qui est en rotation autour de la Terre. Donc, on peut faire varier son inclinaison. Et vous avez à droite la verticale du point auquel il se trouve quand il est au-dessus de la Terre. Donc, vous avez un petit point rouge qui se balade au fur et à mesure que le satellite tourne autour de la Terre. Donc, on peut faire varier également son altitude et sa position sur l'orbite. Si je veux changer un petit peu sa position de départ, je peux. Et si je veux faire varier son altitude, je peux également. Il y a trois choses qui sont importantes à retenir sur un satellite. C'est qu'un satellite, ça tourne toujours autour de la Terre, mais dans un plan qui passe par le centre de la Terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hors de question de faire tourner un satellite au-dessus du 45e parallèle, donc on va dire la latitude qui est au niveau de la France. Donc on est obligé d'avoir soit une orbite qui passe au-dessus de l'équateur, comme c'est le cas actuellement, soit la seule chose que je peux faire, c'est de l'incliner. Et à ce moment-là, vous voyez que le petit point rouge trace à peu près une sinusoïde. La deuxième chose à savoir, c'est qu'une orbite, ça ne dépend absolument pas de l'objet qui est en orbite. C'est-à-dire que je prenne un petit satellite, un débris de peinture de satellite ou un satellite de 5 tonnes, l'orbite sera toujours la même. Et la troisième chose, c'est qu'en fonction de l'altitude, plus l'altitude du satellite est élevée, plus le satellite tourne lentement. Alors, je vais le remettre en inclinaison équatoriale. Donc, vous voyez que quand je m'écarte, le petit point rouge sur la carte, il est beaucoup plus lent que si je me rapproche, où il va beaucoup plus rapidement. Donc, alors je ne peux pas le faire à l'altitude de l'ISS qui est 400 km, mais on va dire que si je descends au minimum, vous voyez que le satellite tourne beaucoup plus vite que la Terre, d'où le célèbre titre du film de Thomas Pesquet, 12 levées de soleil. Ça veut dire que quand l'ISS, en une journée, l'ISS fait 12 fois le tour de la Terre, et donc on assiste à 12 levées de soleil. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je vais juste vous montrer deux orbites qui sont assez importantes pour comprendre les usages qu'on va expliquer derrière. C'est une orbite qui est à 36 000 km. Si je me place à 36 000 km, vous voyez que le point rouge sur la carte, il est fixe. C'est ce qu'on va appeler un satellite géostationnaire. Donc, c'est un satellite qui va regarder toujours le même territoire et qui donc va pouvoir assurer des missions en permanence sur ce territoire. C'est plutôt des usages qui sont liés aux télécommunications. Mais par contre, on est relativement loin. 36 km, c'est une altitude relativement élevée. Donc, quand on veut observer la Terre, on est plutôt sur des orbites qui sont basses. Et donc, on a ce qu'on appelle des satellites défilants, c'est-à-dire des satellites qui ne voient pas toujours le même endroit. Voilà en gros ce qu'on doit savoir pour comprendre le mode de fonctionnement d'un satellite. Alors, quelle est la situation dans l'espace actuellement? Je vais partager, je vais essayer de partager l'autre écran. Alors, si j'arrive. Hop. Essayer de. Voilà, je pense qu'on voit mon navigateur Internet, c'est bon? Oui, c'est bon, Loïc. C'est bon. Donc là, c'est la situation que vous avez actuellement dans l'espace. C'était simplement pour vous montrer qu'il y a du monde. L'espace n'est pas anecdotique. Comment dire, les systèmes orbitaux sont légion dans l'espace. Vous avez ici tous les objets qui sont en orbite en temps réel. Si je zoome, on voit que ces points-là se déplacent assez lentement, mais ils se déplacent quand même, et qu'on peut savoir ce que c'est. Donc, vous avez à la fois des satellites en activité, vous avez des satellites qui sont des satellites, on va dire, fantômes, hein, qui ne fournissent plus de mission. Vous avez des débris, et vous avez en gris, par exemple, des débris aussi de lanceurs.
Donc, il y a du monde sur ces orbites. Et là, on peut voir qu'il y a des orbites qui sont plus particulièrement utilisées. Celle qui est en rouge ici, par exemple, c'est l'orbite géostationnaire équatoriale. Donc, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'usages. Et il y a aussi beaucoup de monde sur les orbites basses, puisque ce sont plutôt les orbites des satellites d'observation. Voilà, je vais repasser sur mon diaporama. Voilà. Donc, quand on parle d'industrie spatiale, on parle de quatre grands domaines. On parle de la fabrication de satellites. On parle du lancement des satellites. Une fois que le satellite est fabriqué, il faut bien le lancer. On parle de ce qu'on appelle le segment sol, c'est-à-dire qu'il faut communiquer, il faut récupérer les informations, il faut opérer les satellites. Donc, il y a des choses qui se passent au sol. Et ensuite, il y a tout ce qu'on va appeler downstream services, c'est-à-dire les applications. C'est qu'est-ce qu'on fait des satellites. Alors là, je n'ai cité que ce qui est lié à du développement économique, c'est-à-dire tout ce qui est science. On ne va pas dire que ce n'est pas du développement économique, mais c'est beaucoup plus indirect. Donc, il y a des usages du type, voilà, les applications que vous avez sur votre navigateur GPS, les images satellites qui vous permettent d'avoir la météo, etc. Et puis, après, des choses un peu plus exotiques comme le tourisme spatial, l'exploration, la colonisation, et des choses qui sont plus de l'ordre de la science-fiction, mais pas si loin de nous finalement, c'est l'exploitation des ressources extraterrestres, pardon. Donc exploitation minière sur la Lune, etc. Donc on considère bien dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, ces quatre segments-là, avec toujours une notion de développement économique. Donc comme l'a dit Aurélie, dans les ABIC par exemple, ou dans Astropreneur, il y a trois types de matières premières qui vont être considérées pour dire qu'une entreprise exploite le spatial. C'est soit l'exploitation des services aval, c'est-à-dire l'observation de la Terre, le GNSS, les télécommunications, ou le savoir-faire ou le transfert de technologie issu du spatial. On verra ce que c'est derrière, hein, c'est-à-dire que quand on fabrique un satellite, on acquiert de la technologie, on acquiert du savoir-faire, et tout ça, on peut le transférer dans d'autres domaines que le spatial. Et puis, il y a l'aspect New Space. Donc ça, on va voir aussi ce que ça veut dire, New Space. En fait, c'est une nouvelle façon de voir le spatial. Et enfin, c'est non seulement une nouvelle façon de voir le spatial, mais c'est une nouvelle façon dont il est appréhendé par l'ensemble des acteurs économiques actuellement. Voilà, on va se focaliser plus aujourd'hui sur tout ce qui est service, parce que c'est quand même là où il y a le plus de potentiel et aussi il y a plus de méconnaissance sur ces aspects-là. Alors, je vais commencer par le New Space, parce que ça va permettre de comprendre un petit peu quel est le contexte actuel dans le spatial européen et mondial. Jusqu'au XXe siècle, quand on parlait de spatial on va dire aux citoyens moyens, il n'avait que deux façons à peu près claires de comprendre ce que ça voulait dire le spatial. C'est quand il passait un appel aux États-Unis, il savait bien que ça passait par du satellite parce que les distances sont très grandes. Donc on avait à peu près l'idée qu'en réalité communication, il y avait du spatial. Quand on vous présentait la météo, vous aviez une image satellite, donc finalement vous saviez aussi que le satellite servait à prendre des images. Et puis entre les deux, il y avait des acteurs qui étaient, on va dire, des acteurs assez classiques, très historiques, qui étaient un peu toujours les mêmes, qui étaient les gros opérateurs de télécommunications, le secteur de la défense, les sciences, et puis la météorologie, en gros. Hein. Ce qui a changé depuis à peu près 2015-2017, c'est deux choses. C'est des nouveaux programmes gouvernementaux qui ont démocratisé et qui ont libéré complètement les données spatiales, qui ont mis à disposition des données spatiales libres. Ce sont les programmes Copernicus et Galileo. Donc Copernicus sur l'observation de la Terre, qui fournit des données gratuites et libres sur l'ensemble de la Terre, on verra après. Et puis, on va dire, c'est même avant Galileo, l'ouverture du signal GPS par les Américains qui a démocratisé l'usage de la géolocalisation par satellite. Et le deuxième segment, c'est l'arrivée de nouveaux systèmes beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles à tout un chacun,
et qui a permis qui a donné un accès au spatial, à l'espace, à des acteurs qui n'avaient absolument pas l'habitude de l'utiliser. Alors, ça, ces systèmes-là, ce sont soit des tout petits satellites, soit des ballons, soit d'autres systèmes qui étaient spatiaux et qui sont spatiaux et ou pseudo-spatiaux. Donc, qu'est-ce que ça a changé, tous ces deux aspects-là? Ça veut dire au XXIe siècle, pour avoir un accès à l'espace, il fallait mettre un ticket d'entrée minimum d'un million d'euros pour accéder à l'espace. Attendez, je me suis trompé, de 300 millions d'euros pour accéder à l'espace via un système. Aujourd'hui, un nanosatellite, ça vaut à peu près 100 kg lancement compris. Donc ça veut dire le ticket d'entrée à l'espace, il est 10 000 fois plus faible maintenant qu'au XXe siècle. Ça change complètement la donne. Le deuxième aspect, c'est que l'accès au service, à moins d'1 million d'euros, si vous êtes un opérateur, il était hors de question de discuter avec un Eutelsat ou un Metsat ou quelqu'un qui fait un opérateur de satellite. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un accès à Internet, on le verra après, pour moins de 30 euros. Et l'accès à la géolocalisation pour rien du tout. Donc ça a complètement démocratisé les usages et aussi le fait de dire je veux avoir ma propre mission spatiale pour pouvoir accéder à un marché. Donc il n'y a pas de définition, claire du New Space. Chaque acteur a un peu sa définition, mais on va dire d'une manière générale, le New Space, c'est un changement global de paradigme par rapport à l'industrie spatiale qui change à la fois la nature des compétiteurs, les business models, les chaînes de valeur, et puis qui fragmente énormément le marché puisque les usages explosent. Donc tout le monde est un petit peu, tous les acteurs sont un petit peu perdus parce que on a un peu changé le périmètre de jeu de l'ensemble de ces acteurs-là. Voilà, donc il y a deux aspects à comprendre dans le New Space, c'est l'aspect open data et l'aspect bas coût d'accès à l'espace. C'est ça qui change radicalement la donne. Donc quelques exemples de ce qu'on entend comme système New Space. Vous avez en haut les CubeSat. Donc ce sont des petits cubes qui font à peu près 10 cm qui font 10 cm sur 10 cm. Donc quand vous en avez un, on appelle ça un système 1U. Quand vous en empilez deux, vous dites c'est 2U, 6U, jusqu'à 12U. Donc on peut arriver à des… Au-delà de 12U, on considère que c'est plus des nanosats, on va plutôt parler de microsats. Et donc là, ce sont plutôt des systèmes qui sont destinés aux étudiants, aux chercheurs pour faire des missions bas coût. Mais on voit de plus en plus de gens qui essayent d'arriver avec des usages commerciaux sur la base de ces systèmes-là. C'est encore pas complètement mûr. On est aujourd'hui plutôt dans ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire des systèmes plutôt microsatellites, avec des constellations avec énormément de satellites, de type Starlink, pour faire des télécommunications. Là, on est sur 1600 satellites de 230 kg. Donc, ce sont des grosses constellations. On n'est plus sur le fait d'envoyer des 1, 2 ou 10 satellites pour faire du service. On est sur des choses, des couvertures très, très globales. Ou un autre exemple, c'est OneWeb, qui propose de la communication à base de 650 satellites de l'ordre de 150 kg. Donc voilà, le New Space, c'est un peu ces deux champs-là, avec au milieu pas mal de choses aussi intermédiaires. Alors, là, on va parler un petit peu de tout ce qui est usage du satellite, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en vol, qui existent déjà, qui fournissent du service, et comment est-ce qu'on peut valoriser tout ça dans des applications commerciales. Donc, il y a 3 grands domaines. Le domaine de la géolocalisation, c'est ce qu'on appelle le GNSS, avec le programme Galileo, qui est un programme de 13 milliards d'euros, financé par l'Europe, et qui permet à tout un chacun de pouvoir se géolocaliser, et qui permet aussi pas mal d'autres choses qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus à forte valeur ajoutée que ce qui existe actuellement avec GPS. Donc on verra ça après. Les télécommunications, là c'est assez clair, hein, on en reparlera après. Et puis l'observation de la Terre, c'est-à-dire comment on observe notre planète et tout un tas de choses qui s'y trouvent à partir d'un satellite ou d'une constellation.
Et là, on va parler plus particulièrement du programme Copernicus qui permet d'avoir accès à des données gratuites. Donc, c'est un programme aussi européen de plus de 8 milliards d'euros. Alors, en ce qui concerne l'observation de la Terre, il y a deux choses importantes à comprendre, c'est qu'il y a deux grands types de missions pour l'observation. Il y a ce qu'on appelle les missions permanentes et récurrentes et les missions programmées. Donc là, il y a deux exemples, il y a un exemple de mission programmée deux exemples de missions programmées qui sont Pléiades et Spot, et un exemple de mission récurrente et permanente, qui est le programme Copernicus avec les satellites Sentinelle. On va voir à l'aide de deux petites vidéos ce que ça signifie. Je vais lancer la première vidéo, vous me dites si ça ne marche pas, hein, s'il y a un problème. Hop là. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement de satellites permanents et récurrents, c'est le suivant. Les satellites, ils sont en orbite polaire et ils vont observer la Terre de façon systématique, comme vous voyez sur la petite vidéo. Et au bout de 3 jours, ils ont observé toute la planète. Et à chaque fois, ils stockent ces données-là sans qu'il y ait forcément de commande spécifique. Donc en gros, on regarde la Terre en permanence et on stocke. Sur les missions programmées, ça va être complètement différent. Attendez, je vais me mettre au bon niveau. Voilà. Sur les missions programmées, on a des endroits qui nous intéressent plus particulièrement et on va commander à un opérateur une image à un instant T à un endroit donné. Alors, soit il peut la fournir, soit il ne peut pas la fournir, mais en tout cas, on va la commander. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de regarder en permanence la Terre et de tout stocker, eh bien, le satellite, au moment où il passe au-dessus du territoire concerné, il va faire les acquisitions qui sont commandées par les clients. Donc là, typiquement, il y a une mission en Écosse, il y a une mission dans le nord de la France, après en Bretagne, en Alsace, dans le Massif central, dans les Pyrénées. Et à chaque fois, on envoie au client que ce qu'il a demandé. Donc, ce sont des missions à la demande. On peut aussi faire plusieurs passages au même endroit. On peut faire des choses avec des angles. On verra ça après. Là, il y a une certaine forme d'agilité et de commande du client qui est satisfaite ou pas, mais il y a une commande en tout cas précise. On verra que c'est complètement différent. Là, je vais passer très rapidement. Il y a beaucoup de planches. Je vous laisserai les regarder quand on vous les enverra. Qu'est-ce qu'on peut voir avec un satellite d'observation? On peut voir des images en noir et blanc avec beaucoup d'informations, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble du spectre visible, on en fait une image en noir et blanc. Et là, on va avoir beaucoup plus de résolution, on va avoir de l'information qui va être d'ordre un peu générique. On peut faire aussi de l'imagerie hyperspectrale. Qu'est-ce qu'on appelle l'imagerie hyperspectrale? C'est qu'au lieu d'avoir une image comme vous avez habituellement rouge, vert, bleu, donc avec 3 pixels, c'est comme si vous aviez une image très enrichie, non plus avec 3 pixels, mais 8 pixels ou 12 pixels. Donc une information beaucoup plus riche et qui va au-delà de ce que l'œil humain peut regarder. Ensuite, on a de l'imagerie radar. C'est de l'imagerie permanente, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir passer à travers les nuages. On verra après que les nuages peuvent être un sacré inconvénient pour les missions. On a des missions d'altimétrie ou de bathymétrie, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va faire des modèles numériques de terrain, c'est-à-dire qu'on va regarder l'altitude et le vallonnement des territoires, et on va aussi pouvoir regarder la profondeur des plateaux continentaux, et des océans. Et ensuite, on peut faire aussi de l'interférométrie radar. Là, c'est des informations, on verra après, qui sont beaucoup plus précises, enfin, très riches, mais un peu plus difficiles d'accès. Alors, l'imagerie satellite, ça peut être déjà ça, c'est-à-dire de très très belles images. Là, vous avez une image en très haute résolution de Bora Bora, donc qui est prise par le satellite Pléiades, qui est opéré par Airbus. Alors, ces images sont très haute résolution, c'est-à-dire qu'on voit des détails de l'ordre de 50 cm. Par contre, ces images, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ont un coût. Comme
toutes les images à très forte valeur ajoutée, ben, en fait, quand on les commande, c'est pas gratuit. Donc là, vous avez des ordres de grandeur des coûts de ces images-là. Donc ça, c'est important pour les entreprises parce que partir d'une image gratuite ou d'une image à de l'ordre de 10 € ou 25 € du kilomètre carré, ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques et pas tout à fait les mêmes marchés qui sont accessibles. On peut aussi regarder les choses avec un angle, c'est-à-dire qu'en orthophoto, comme je vous ai montré précédemment, il serait impossible de voir les piles de pont du viaduc de Millau que vous avez là. Avec le satellite Pléiade, on va pouvoir regarder les choses de façon inclinée, ce qui permet d'avoir accès à d'autres types de détails. Donc il y a une image qui est une imagerie qui est relativement agile. Pardon. En imagerie hyperspectrale, on va pouvoir faire la différence qu'on ne pourrait pas faire en imagerie normale, imagerie optique standard, entre des zones avec de la végétation et des zones urbanisées, ou dans ce cas précis qui est présenté ici, la différence entre des zones végétalisées, des zones qui, par exemple, sont brûlées ici. Là, vous avez l'imagerie satellitaire d'un feu de forêt, suite à un feu de forêt en Afrique du Sud. En imagerie optique, on peut voir des choses, mais on ne pourrait pas aussi bien délimiter les zones brûlées des zones non brûlées. Donc là, on fait ce qu'on appelle une imagerie en fausse couleur, c'est-à-dire qu'on donne une couleur à une information qui est recherchée. En l'occurrence, en rouge, c'est la végétation non brûlée, et en noir apparaît la végétation non brûlée. C'est pour ça que vous avez souvent des images satellites qui sont, on va dire, pas très réalistes, mais qui font bien ressortir les informations importantes qui sont recherchées par rapport à l'usage. Une autre image ici, c'est une image stéréoscopique, c'est-à-dire qu'on va, avec plusieurs angles de vue, pouvoir rassembler un peu toutes ces informations et en tirer une information en 3D. Là, vous avez une image qui est destinée à surveiller l'exploitation d'une mine à ciel ouvert. Je crois que c'est aussi en Afrique du Sud. Donc là, vous avez des altitudes. Chaque couleur représente une altitude donnée et donc des lignes de niveau. Vous pouvez avoir aussi accès à ce qu'on appelle l'indice de végétation. Et avec cet indice de végétation ou d'autres indices beaucoup plus spécifiques, vous pouvez avoir accès au niveau d'irrigation, au niveau d'humidité des cultures, au niveau de maturité des cultures. Et là, en l'occurrence, vous pouvez faire la différence en vert entre du blé qui n'est pas mûr et en rouge des parcelles de blé qui sont mûres. Donc, ça permet aux agriculteurs de savoir quand est-ce qu'il faut récolter. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en imagerie optique, je vous ai montré de très belles images, mais c'est des images qui sont rares. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'imagerie optique, vous avez ici la France, c'est plutôt ça, c'est-à-dire beaucoup de nuages et très peu de zones découvertes. Donc, vous avez des conditions d'observation qui sont très, très aléatoires. Et avec une autre contrainte également, c'est que la plupart du temps, enfin la moitié du temps, il fait nuit, donc on ne voit rien. Ça, c'est un vrai problème. Donc, pour pallier à ces problématiques de couverture nuageuse et de cycle jour-nuit, on peut avoir recours à ce qu'on appelle l'imagerie radar. C'est-à-dire que le radar, lui, se fiche de savoir si on est le jour et la nuit, savoir s'il y a des nuages. Donc là, vous avez une image d'un dégazage sauvage d'un bateau au nord de la Corse. Et on est capable, avec l'imagerie radar, de voir cette pollution marine, cette pollution maritime et de la suivre, voire même de remonter aux pollueurs. Donc ça fait partie des usages que l'on peut obtenir à partir de l'imagerie radar. Ça, c'est une image qui a été prise à partir du satellite Sentinel-1, donc du programme Copernicus. Le seul désavantage, c'est qu'on a une résolution qui est beaucoup plus faible. Sur l'imagerie optique, on peut aller en image gratuite en dessous, de l'ordre de 10 mètres. Ici, on est plutôt de l'ordre de 50 mètres de résolution. À partir du radar, on peut aussi faire de l'interférométrie. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire ce qu'on peut voir, ce sont entre deux passages du satellite, ce sont des différences d'altitude qui sont inférieures à 1 millimètre. Donc, je ne sais pas si vous matérialisez ça, mais à partir d'un satellite qui a plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, on arrive à déceler des différences d'altitude qui sont submillimétriques. Alors,
on n'a pas la précision d'altitude au millimètre, mais par contre, on a en relatif, entre un jour et on va dire le surlendemain, par exemple, on va pouvoir dire bah, ce bâtiment-là, il s'est affaissé d'1 millimètre. Alors ça, c'est extrêmement important. Vous avez une carte ici du port de Marseille, si je ne me trompe pas, avec en rouge des zones qui sont en train de s'affaisser. Donc, on peut faire du monitoring pour regarder si des bâtiments ne sont pas en train de bouger, des terrains en train de s'affaisser, et donc de prévenir des risques. Donc là, vous avez tout un tas d'usages pour prévenir les glissements de terrain, l'affaissement d'infrastructures critiques, des barrages. À titre d'exemple, il y a une société qui surveille actuellement le barrage de Mossoul. Et à Mossoul, on sait que le barrage il risque de céder dans quelques années parce qu'il s'affaisse de plusieurs millimètres par an. On peut monitorer les glaciers, les niveaux de neige. Alors, niveau de neige, de façon un peu plus compliquée, mais un peu moins certaine. Mais on peut voir aussi pas mal d'informations. Et de façon un peu plus prospective, on peut faire de l'exploitation minière, regarder le niveau d'occupation des parkings sur les hypermarchés. On peut regarder l'état du trafic à un instant donné. Enfin, bon, il y a des choses assez intéressantes avec cette interférométrie radar qui est peut-être en termes de télédétection, la donnée qui est la moins bien exploitée parce que la plus complexe à traiter. Ça, je vais être très rapide là-dessus. Ce qui va caractériser une image spatiale, c'est sa résolution, la précision des données qui vont être fournies, c'est-à-dire quand vous cherchez à localiser un objet ou à le référencer géographiquement, vous avez besoin de pouvoir le reconnaître, mais aussi pouvoir savoir à quel endroit il est avec précision. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément caractéristique, c'est ce qu'on va appeler la fauchée, c'est-à-dire la taille du pinceau du satellite qui va venir scanner à la surface de la Terre. Et une autre information qui est peu connue du grand public, mais qui est extrêmement importante, c'est la période de revisite. C'est-à-dire que quand vous voulez regarder l'évolution de quelque chose à la surface de la Terre, il faut que vous sachiez à peu près avec quelle récurrence, avec quelle période vous allez pouvoir mettre à jour votre information. Sur Copernicus, on est à peu près entre 2 et 4 jours de période de revisite. Donc, je vais aussi passer très rapidement sur la résolution. Ce qui est important à retenir sur la résolution, c'est que plus vous avez de résolution, évidemment, plus les images sont de grande taille et plus vous avez besoin de puissance de calcul pour les traiter. Donc, c'est pas forcément… il y a souvent des compromis à faire. Ce n'est pas la peine d'utiliser de la très haute résolution si vous avez besoin de basse résolution parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher en temps de calcul. Et la deuxième chose à se rappeler, c'est que les deux choses à se rappeler, c'est que au niveau civil, en Europe, on n'a pas le droit d'exploiter des données à moins de 30 cm de résolution. Et en dessous de 10 mètres, les données, il n'y a aucune donnée aujourd'hui qui est en open data, donc ce sont des données qu'il faut payer. Donc dans le champ des possibles, on va dire qu'il y a une limite, c'est 10 mètres de résolution. Au-dessus de 10 mètres de résolution, vous pouvez faire beaucoup de choses gratuitement, enfin, à partir de données gratuites. En dessous, on est dans des modèles économiques qui sont complètement différents. Alors, ça veut dire quoi 10 mètres de résolution? À 10 mètres de résolution, vous avez une image là qui est un peu simulée, qui est une image Google Earth, qui vous permet de vous rendre compte de ce qu'on est capable de voir. Capable de voir les grandes agglomérations. À 3 mètres de résolution, on va commencer à pouvoir voir les empreintes des bâtiments au sol. Ça commence à être un peu plus riche. À 50 cm de résolution, on est capable de dénombrer sur un parking les véhicules qui sont présents. Un petit focus sur le programme Copernicus. Il faut se rendre compte que c'est un programme qui fournit énormément de données. C'est 5 pétaoctets de données par an, c'est-à-dire l'équivalent de 5000 disques durs dans des armoires de stockage. C'est gigantesque. Ces données, elles sont fournies par 6 grandes classes de satellites que vous avez à gauche, les satellites Sentinel 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et ces satellites alimentent ce qu'on va appeler des domaines d'activité particuliers
et donc fournissent des informations spécifiques à certains de ces domaines d'activité. Donc typiquement, si on veut avoir des informations sur l'atmosphère, sur la qualité de l'air, on va utiliser des satellites Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3. Ces données vont être traitées et donner des informations spécifiques à la qualité de l'air. Pareil pour le maritime, pareil pour la terre, pareil pour le changement climatique, pour la sécurité et les risques, et la gestion des risques et les gestions d'urgence. Un exemple, vous savez qu'il y a eu un très gros incident climatique sur les Alpes-Maritimes la semaine dernière. La Copernicus a activé un service de rapid mapping, c'est-à-dire de cartographie rapide, pour pouvoir avoir un état de la situation dans le programme Copernicus Emergency. Et donc a permis de fournir aux collectivités locales impactées un état de la situation relativement rapide et surtout très global. Voilà, donc voilà à peu près pour le programme Copernicus. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que ce n'est pas que de la donnée satellite, il y a aussi des données in situ, parce qu'avec la donnée satellite, sans vérité terrain, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut toujours recaler un petit peu les modèles par rapport à des choses qui existent, que l'on connaît effectivement sur le terrain. Bon, ça, je passerai. Les données Copernicus sont fournies et distribuées par l'intermédiaire de serveurs qui sont à l'ESA ou au CNES, en particulier le service PEPS, mais aussi on peut les exploiter par le biais de plateformes qui s'appellent les DIAS. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Rappelez-vous seulement que des plateformes sont disponibles pour les gens qui veulent développer des services à base de Copernicus. Voilà à peu près pour l'observation de la Terre. On va passer à la géolocalisation et à Galiléo. Quand on parle de Galiléo, on parle de géolocalisation, de navigation et de ce qu'on appelle des services basés sur la géolocalisation. Alors, je pense que GPS, tout le monde connaît, tout le monde a un GPS dans son téléphone. Mais par contre, on ne comprend pas toujours bien ce que Galiléo va apporter de plus. Galiléo, c'est un système européen. Donc déjà, le fait qu'il soit européen, ça permet d'avoir une non-dépendance par rapport à un satellite qui est géré par les États-Unis, qui est GPS, ou par rapport à une constellation de satellites chinois qui est Beidou, ou russe GLONASS. C'est une question on va dire de souveraineté européenne. Si ces pays-là coupent le signal GPS ou Beidou ou GLONASS, eh ben, l'Europe n'a plus le moyen de se géolocaliser et donc il est important d'avoir une non-dépendance par rapport à ce service-là. Ça va apporter aussi plus de précision, on va voir un petit peu ce que ça signifie parce que ce n'est pas forcément un terme très clair. Ça va apporter de la sécurité et de la confiance, ça paraît être le point le plus important, et surtout une certaine forme de flexibilité et de nouveaux types d'usages potentiels. Donc, les domaines d'application sont très vastes. Hein, c'est la surveillance et le monitoring, la preuve légale, on va voir après, le tracking, les services géolocalisés sur mobile, le trafic aérien, les usages des drones, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 téléphones mobiles qui sont compatibles avec Galileo. Mais ça ne veut pas dire que vous avez accès au service Galileo. En particulier, les nouveaux iPhones, les nouveaux Samsung S10, S20 sont tous compatibles Galileo. Vous avez la liste des téléphones compatibles sur le lien qui est indiqué ici. Ça veut juste dire que vos téléphones sont capables de recueillir les signaux des satellites Galileo. C'est-à-dire que vous avez un peu plus de précision parce qu'il y a un peu plus de satellites. Et donc, vous allez utiliser indifféremment pour vous géolocaliser les satellites GPS, GLONASS et Galileo. Donc, plus il y a de satellites, plus vous êtes précis et donc votre téléphone est compatible. Par contre, les services spécifiques Galileo ne sont pas encore ouverts. En particulier, Galileo va vous permettre d'avoir
une mesure beaucoup plus précise, mais avec aussi une dimension d'authentification, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir que c'est bien le satellite Galileo qui vous envoie ces informations-là. Ça, c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, je peux mettre une borne à proximité d'un bâtiment ou d'une zone qui va faire croire que c'est le satellite GPS et qui va vous induire en erreur. Donc ça, vous comprenez bien que pour certains usages, c'est un peu embêtant. Avec un autre système qui s'appelle EGNOS, vous pouvez aussi avoir une authentification et un niveau d'erreur. C'est-à-dire que le fait de dire j'ai 30 cm de précision, c'est bien, mais en fait, on ne vous garantit jamais que vous aurez cette précision-là tout le temps. Or, la précision sans un intervalle de confiance, vous verrez qu'en termes d'usage, ça réduit très fortement le champ des possibles. Le client, il veut toujours s'assurer que son service, il est correctement géolocalisé. Donc, Galileo va apporter un service de très haute précision qui sera gratuit. Ça, c'est une nouveauté depuis 2 ans. C'est un service au début qui devait être payant. Maintenant, ce service-là sera gratuit. Mais par contre, il ne sera pas certifié, il sera certifié à 80%, mais pas plus. C'est-à-dire vous avez la garantie que cette précision, vous l'avez dans 80% des cas. Il devrait sortir normalement en 2022, mais les calendriers Galileo ne sont pas toujours très clairs et surtout pas garantis. Donc, mais à terme, on devrait avoir beaucoup plus de précision grâce à ce service Galileo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un signal Galileo authentifié? Ça veut dire que vous avez une sécurité, comme je disais tout à l'heure, par rapport au hacking du signal. C'est-à-dire si quelqu'un vient vous mettre un spoofer de position qui vous fait croire que vous êtes à un endroit alors que vous êtes à un autre, eh bien votre téléphone vous dira attention, non, ce n'est pas le signal Galileo, je ne le prends pas. Il va pouvoir également apporter un peu plus de sécurité, je dis bien un peu plus par rapport à ce qu'on appelle le déni de service. C'est-à-dire que si au lieu de vous faire croire que je suis à un endroit, je veux carrément vous interdire d'avoir accès au signal, eh bien ce sera un peu plus robuste. Et puis, il va pouvoir vous proposer à certains services une protection contre ce qu'on appelle le spoofing de position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une application mobile qui utilise le GNSS, je peux très bien, avec une petite application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou ce que vous voulez, faire croire à mon téléphone que je suis à un endroit alors que je suis à un autre. Alors là, c'est plus une dimension, par rapport au premier cas, c'est plus une dimension volontaire de l'utilisateur, plus qu'un déni de service. Donc, ça veut dire que demain, vous pourrez certifier un tiers que vous êtes bien à un endroit donné. Donc ça, c'est le dernier point. C'est-à-dire qu'en particulier pour les assureurs, quand vous avez un accident de voiture, vous prendrez en photo le lieu d'accident pour montrer un peu les circonstances. Cette photo sera horodatée, géolocalisée et la signature de votre téléphone sera inscrite aussi. Et ces 3 éléments-là seront cryptés et on pourra vérifier que c'est bien une information authentique. Ça, c'est extrêmement important et ça va développer beaucoup d'usages potentiels digitaux. Galileo va aussi va utiliser une double fréquence. Alors ça, c'est important pour des usages qui sont en environnement difficile, en particulier en environnement urbain, quand il y a beaucoup d'immeubles. Vous avez beaucoup de multiréflexions. Et donc, en principe, quand vous êtes dans un milieu urbain très dense, en particulier dans les grandes villes où il y a des grands immeubles, eh bien, la précision tombe drastiquement. Galileo devrait pouvoir continuer à assurer un niveau de précision suffisamment important, même en milieu urbain et aussi dans d'autres circonstances qui sont, par exemple, quand vous vous trouvez passer en voiture dans une forêt avec une canopée
au-dessus de votre tête, le signal Galileo est beaucoup moins bon et vous avez beaucoup plus d'erreurs. Et c'est surtout beaucoup plus de… Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup plus de robustesse par rapport à l'environnement électromagnétique qui peut perturber le signal. Le deuxième point important, c'est quand vous allumez votre téléphone, vous avez souvent un temps de latence entre le moment où vous avez une donnée précise et le moment où vous avez allumé votre téléphone. C'est souvent limitatif pour les usages parce que vous devez attendre pour avoir votre position. Là, Galileo devrait permettre d'avoir ce qu'on appelle un time to fix, c'est-à-dire ce délai-là beaucoup plus court. Donc, ça va aussi permettre d'avoir de nouveaux usages potentiels. Ce time to fix court, ça implique aussi des choses assez importantes sur l'endurance des systèmes de géolocalisation. Quand vous mettez une balise sur votre valise pour la retrouver, il y a une pile, et cette pile-là, elle dure un certain temps. Et ce temps-là va dépendre de la durée pendant laquelle on active l'acquisition du signal GPS, ou GNSS en général. Donc, plus le time to fix est court, plus l'endurance de ces systèmes-là seront importants. Une chose qui est très mal connue par rapport au GNSS, c'est la capacité des satellites GNSS à fournir un temps extrêmement précis et une référence de temps absolue sur toute la Terre. C'est-à-dire que si vous voulez synchroniser des choses, des transactions bancaires, des signaux de télécommunication entre un point A et un point B qui sont extrêmement éloignés, c'est très compliqué, il n'y a pas de solution. Il faut avoir recours à des horloges atomiques. Coup de chance, à bord des satellites GNSS, il y a des horloges atomiques qui vous permettent d'avoir un temps, une référence de temps absolue à la nanoseconde près. Et ça, c'est très peu connu, mais c'est extrêmement utilisé. Par exemple, dans toutes les bornes qui vous permettent de communiquer en 4G, il y a un récepteur GNSS qui permet de synchroniser les signaux. Bon, dans Galileo, il y a 4 grands types de services. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des services ouverts, donc, auxquels tout le monde aura accès. Des services commerciaux auxquels tout le monde aura accès, mais il faudra payer. Et des services régulés qui seront réservés aux institutionnels, collectivités locales, aux militaires, etc. Et puis un service de search and rescue pour la sécurité. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Galileo, ce n'est pas le seul programme au monde sur le GNSS. Il y a GPS que tout le monde connaît, il y a GLONASS qui est piloté par les Russes, il y a Beidou par les Chinois, et puis on a aussi par les Indiens, des Japonais, etc. Donc, c'est pas… il y a beaucoup de moyens de se géolocaliser. On n'est pas toujours compatible avec tous les systèmes, mais ce qu'il faut retenir, c'est plus il y a de constellations de géolocalisation, de GNSS, plus les services sont précis aussi. En particulier, il y a certaines technologies qui sont développées par le CNES, justement sur la fusion de tous ces systèmes-là, qui s'appelle le positionnement précis du point. Vous pouvez essayer. Il y a une petite application sur Android qui s'appelle PPP with Light et qui vous permet de voir la précision du signal, de l'information PPP. Alors, vous êtes à quelques dizaines de centimètres de précision. Par contre, il faut être très patient parce que pour avoir cette précision-là, il faut attendre au moins une demi-heure. Mais enfin, ça a déjà le mérite d'exister. C'est extrêmement important. Ça ouvre pas mal d'usages possibles. Alors, je vais avoir des messages très simples et très rapides sur la télécommunication par satellite, parce que je pense que c'est un des aspects qui est le mieux connu. Premier usage pour les télécommunications par satellite, c'est évidemment de faire de la communication, on va dire, de point à point. Quand vous voulez communiquer, quand un opérateur veut faire passer beaucoup de communications entre Paris et New York, on va dire plus généralement entre la France et les États-Unis, il ouvre un gros tuyau qui passe par un satellite et qui permet de faire la jonction entre traverser l'Atlantique. Et c'est plus pratique que de tirer un gros câble optique, fibre optique ou un gros câble Ethernet. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler de la télécommunication backhaul ou point à point, avec des opérateurs tels que Eutelsat, Intelsat, etc., qui, eux, fournissent globalement du service
aux autres opérateurs non spatiaux que sont Orange, Bouygues et compagnie. L'autre aspect, c'est évidemment les communications dans les situations d'urgence. Les noms comme Inmarsat ou Cosparsat sont des choses que vous avez déjà dû entendre. Le deuxième aspect qui est peut-être le plus riche en termes d'application, c'est évidemment l'accès à de l'Internet très haut débit, mais global. Où que vous soyez sur la planète, vous aurez de l'Internet très haut débit. Donc ça, ce sont des opérateurs type Starlink, OneWeb, O3B qui fournissent ce genre de service-là pour des usages, on va dire, d'Internet ou d'IoT global. Alors justement, plus spécifiquement sur l'Internet des objets, vous avez des services qui sont spécifiquement dédiés à l'Internet des objets, c'est-à-dire sur des besoins de télécommunication beaucoup plus bas débit. En particulier, la start-up du CNES s'appelle Kineis qui fournit ces services-là pour les gens qui font de l'Internet des objets. Et là, on est plutôt dans le domaine du New Space, très clairement. Sur ces les deux derniers sujets. Les deux premiers sont, on va dire, plus historiques, les deux derniers, beaucoup plus New Space. Voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, surtout, il faut balayer une idée reçue, c'est que l'Internet par satellite, c'est quelque chose de cher. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à de l'Internet par satellite pour, on va dire, l'équivalent du prix d'un abonnement à la fibre optique. Donc pour 34 € par mois, vous avez quelques limitations de flux d'informations que vous allez faire passer, mais enfin, vous avez quand même des choses qui sont de l'ordre de 500 mégabits par seconde, donc ça suffit largement pour avoir accès à l'Internet, pour consulter une page web ou pour faire pour héberger un serveur commercial. Donc, il faut s'enlever de l'esprit que l'Internet par satellite, c'est cher. La deuxième chose à retenir, c'est que pour l'IoT, c'est vraiment la solution quand on a besoin d'avoir de la communication bas débit partout. Aujourd'hui, il y a des solutions alternatives type LoRa ou 4G qui couvrent déjà pas mal de territoires, mais quand vous êtes dans des configurations montagneuses ou désertiques, aujourd'hui, il n'y a pas de solution standard. Et ensuite, pour des utilisateurs, ça c'est quelque chose qui est aussi très mal connu et qui intéresse beaucoup les gens, c'est que vous pouvez transformer assez aisément votre téléphone mobile standard en téléphone satellite en le pluguant dans ce qu'on appelle un sabot satellite. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est à droite, c'est un téléphone standard qui est dans un espèce de petit support avec un abonnement satellite et qui vous permet d'avoir accès ponctuellement ou plus globalement à de l'Internet par satellite pour, par exemple, des forces d'intervention, des pompiers, la gendarmerie nationale. Voilà. Donc ça, c'est assez peu connu. Et typiquement, on parlait tout à l'heure de la catastrophe qu'il y a eu dans les Alpes-Maritimes. Les villages ont été coupés du monde pendant 2-3 jours. Il est complètement inconcevable que les collectivités locales n'aient pas eu recours à ce genre de dispositif, surtout que ce n'est pas des coûts astronomiques et que ça aurait pu vraiment sauver des vies. Voilà pour les usages du spatial. On va faire un petit focus très rapide sur les technologies du spatial et leur transfert. Alors, tout d'abord, un satellite, c'est énormément de fonctions. Il y a des fonctions de communication, il y a des fonctions d'énergie, de propulsion, il y a des matériaux qui sont développés spécifiquement pour le spatial. Vous avez des choses qui sont développées spécifiquement par rapport à l'environnement du spatial, qui est un environnement radiatif assez compliqué, s'il y a du vide. Il y a du logiciel embarqué, il y a évidemment on a beaucoup recours à l'intelligence artificielle, en particulier pour faire ce qu'on appelle de l'analyse prédictive de défaillance. Quand un satellite est en orbite, on ne peut pas le ramener.
Donc, il faut être capable de prévoir les défaillances du satellite pour pas avoir de perte de continuité de service. Vous imaginez, vous êtes en pleine conversation, en plein Internet, et puis tout d'un coup, parce qu'il y a un système sur le satellite qui tombe en panne, vous n'avez plus de service, c'est un peu embêtant. Donc, les opérateurs de satellite ont besoin de prévoir tout ça. Donc, il y a de l'intelligence artificielle qui est mise là-dedans. Il y a des capteurs, il y a des actuateurs, il y a beaucoup d'optiques, il y a du radar, il y a des antennes, il y a de la chimie de propulsion, et puis bon, il y a beaucoup de technologies issues de l'électronique de puissance et surtout de la gestion d'énergie. Donc, tout ça, les enjeux du spatial sont importants. Donc, on va développer beaucoup de choses spécifiquement pour le spatial. On va mettre beaucoup d'argent en R&D là-dedans. Et l'idée, c'est de ne pas restreindre ces avancées technologiques uniquement au domaine du spatial et d'en faire profiter tous les autres domaines applicatifs. Quelques exemples de technologies qui sont du spatial que vous retrouvez dans la vie de tous les jours. Elles sont toutes les deux liées à ce que vous avez souvent entre les mains, qui est votre téléphone portable. Je pense qu'on vous a toujours dit qu'il fallait recharger votre téléphone. Si vous voulez garder votre batterie longtemps, à pleine puissance, il faut conserver votre téléphone entre 20% de charge et 80% de charge. Donc, jamais le décharger complètement, jamais le charger complètement. Enfin, jamais. Au moins autant que faire se peut. Et bien ça, c'est le résultat d'une étude liée au spatial, parce que les batteries dans les satellites, contrairement à ceux de vos téléphones portables, on ne peut pas les changer. Et donc, on sait que si on veut conserver des batteries lithium très longtemps à bord des satellites, pendant la durée de vie du satellite, c'est-à-dire 8 à 10 ans, eh bien, il faut gérer l'énergie pour ne jamais descendre en dessous de 20% et essayer de jamais recharger au-dessus de 80%. Donc ça, c'est le domaine de fonctionnement des batteries. Deuxième exemple, les caméras qui sont actuellement embarquées sur vos téléphones portables sont des caméras hyper miniaturisées à base de technologies de capteurs qui ont été développées à l'origine pour le spatial. On n'avait pas possibilité d'embarquer des caméras extrêmement lourdes, extrêmement grosses. Donc on avait besoin de compacité. Et toutes ces études de compacité ont été faites spécifiquement pour le spatial et beaucoup d'argent a été mis là-dedans. Donc si aujourd'hui vous avez des caméras, c'est un peu grâce au spatial, des caméras sur votre téléphone. Voilà à peu près le champ des possibles sur les technologies. Alors où est-ce qu'on trouve ces technologies aujourd'hui? C'est bien beau tout ça, mais une entreprise, elle fait comment pour avoir accès à ces technos? En fait, il y a beaucoup de sources. Vous avez en particulier le CNES qui a une plateforme qui est extrêmement bien faite et qui permet de voir par domaine quelles sont les technologies et les brevets qui sont détenus par le CNES et qui peuvent être valorisés. Je ne sais pas si le CNES est en ligne, mais en tout cas, pour moi, c'est la meilleure plateforme de valorisation qui existe aujourd'hui. Elle est très claire, on sait exactement fonctionnellement à quoi ça sert. Et une entreprise n'est pas face à un brevet du style contrôle d'attitude en plus est faible pour satellite. Voilà. Et elle sait typiquement que ce genre de brevet pourrait être valorisé, on nous explique qu'il pourrait être valorisé par exemple pour la propulsion des drones sous-marins. Donc c'est vraiment vulgarisé, c'est très explicité fonctionnellement. Bon, il y a d'autres sources de technologie. Hein. Évidemment, il y a la plateforme de l'INPI, il y a la plateforme de l'ESA aussi, où il y a tout un tas de brevets qui sont répertoriés. Vous avez les SAT. Et ensuite, il y a beaucoup de technologies qui sont issues dans des laboratoires de recherche. Vous avez l'INRIA qui a une très forte valorisation, le CNRS, les observatoires, l'ONERA, des écoles communes ParisTech, etc., qui font beaucoup de choses dans le spatial, et il y a pas mal de valorisation possible. Je reciterai quand même une chose importante, c'est que vous avez des gens spécifiquement dédiés à cette aide et cette identification de technologies qui sont ce qu'on appelle des brokers de l'ESA et qui peuvent aider vos entreprises, vous aider vous-même à identifier les technologies adéquates par rapport à un domaine d'activité donné. Donc en France, c'est le cabinet Nextinso qui occupe ce rôle-là.
Voilà, j'ai fini à peu près pour tout ce qui est, on va dire, matière première pour les dispositifs qui ont été présentés. Le message final, c'est de dire que dès que vous avez des entreprises qui sont dans les domaines applicatifs qui ont été cités, et j'espère que ça vous a aidé à mieux appréhender le champ des possibles de la valorisation du spatial en général, le bon réflexe, c'est que vous avez énormément de structures qui sont capables de vous accompagner, de vous aider, enfin d'aider vos entreprises sur ce segment spatial spécifique et de vous aider à qualifier la pertinence ou pas de l'usage d'une technologie, d'une donnée, d'un service issu du spatial. Donc, je citerai évidemment les deux pôles de compétitivité, Aerospace Valley et SAFE. Il y a sur les données d'observation de la Terre, il y a les boosters. Il y a évidemment le CNES qui est le point d'entrée évidemment assez naturel. Et donc, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que vos entreprises soient très bien accompagnées à la fois par les structures d'accompagnement standard, mais sur ces points techniques et d'usage plus particuliers. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, tout comme Aurélie et Maud. Caméra. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat box. Pour l'instant, donc il y avait une question d'ordre technique. Hein, est-ce que vous aurez accès à la vidéo et aux présentations? Donc oui, en effet, nous enverrons le lien ainsi que les présentations à télécharger et à re-regarder probablement en début de semaine prochaine. Voilà. Écoute, pour l'instant, Loïc, j'ai pas de questions. Vérifie. Non, écoute, c'était pas de questions. C'était en tout cas très clair. Souvent, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de questions, c'est que c'est suffisamment précis, détaillé. En tout cas, on voit bien tout le champ des possibles grâce aux applications spatiales. Merci beaucoup pour cette présentation. On essaiera d'en refaire d'autres parce qu'on voit qu'à chaque fois, on a des nouveaux participants qui se joignent à ce type de webinaire pour en apprendre plus sur les applications spatiales qui nous touchent tous aujourd'hui, hein, tant au titre professionnel que personnel. Donc voilà, merci encore et je pense qu'on peut clôturer ce webinaire pour aujourd'hui. Merci à tous, merci Aurélie, merci Loïc et merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, oui.